Très heureux de vous retrouver encore pour le compte de ce troisième numéro de votre magazine Invité du jour. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous avons le privilège de recevoir encore pour vous Monsieur Albert Kalombo. Il est analyste économique, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois bien sûr, mais aujourd'hui, nous allons échanger sur une question très importante, le développement de la RDC. Quels sont les facteurs déclencheurs? Alors, Monsieur Albert, je vous souhaite la bienvenue. Merci, madame. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois de vous recevoir sur notre plateau. Exactement. Et comment vous sentez? Oui, je me sens toujours très à l'aise. Nikuba, c'est une famille pour moi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler sur le développement de la RDC. C'est vrai que notre pays fait partie des pays africains sous-développés. Alors cela ne veut pas dire que nous, on n'aspire pas au développement, mais il y a quand même des préalables. Quels sont les facteurs déclencheurs du développement? Alors pour commencer, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ou bien comment nous pouvons définir le concept de développement? Merci beaucoup pour la question, madame. S'il faut circonscrire la définition du terme développement, je dirais qu'à travers la théorie économique, il y a un économiste qui répond au nom de Rostow, c'est un économiste américain. Il a défini le développement comme étant un processus par lequel on vise la transformation de toutes les structures d'une société. Lorsqu'on parle de la transformation, c'est-à-dire on regarde dans tous les rouages de la société, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan de la production, sur le plan de la modernisation. Donc, c'est-à-dire un processus par lequel toutes les structures d'une société devraient être transformées et subir une transformation. Alors, pourquoi la classification internationale classifie la plupart des pays africains parmi les pays sous-développés? C'est une question très pertinente. Je pense que nous l'avons tous connu et nous continuons à le voir, à le percevoir même actuellement. Premièrement, il y a des indicateurs qui sont bien ciblés. Notamment en termes des indicateurs, il y a d'abord la bonne gouvernance. Lorsqu'on regarde dans la plupart des pays africains, nous avons des problèmes de mauvaise gouvernance. C'est pourquoi, en termes de classification internationale, on regarde les pays par rapport au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire les bonnes règles de gestion. De deux, on regarde aussi les niveaux ou encore l'évolution du taux de croissance démographique. Dans la plupart des pays africains, le taux de croissance démographique est un peu élevé par rapport à d'autres continents. En Afrique subsaharienne, c'est aussi autour de 2,8. C'est-à-dire qu'il y a une forte croissance démographique, il y a des mesures qui doivent s'en suivre, mais souvent ça ne s'en suit pas. Il y a aussi un troisième indicateur qui est les taux d'alphabétisation. On regarde les niveaux d'alphabétisation, il y a même la classification des organismes internationaux comme le PNUD, comme le Programme des Nations Unies pour le développement. Ils sont en train de regarder le niveau ou encore le taux d'alphabétisation dans un pays. Et si le taux d'alphabétisation n'est pas assez élevé, comme vous êtes sans le savoir, par exemple dans notre pays, il y a le gouvernement qui a depuis un certain temps prôné la gratuité de l'enseignement de base. C'est dans cette optique-là pour essayer de relever les niveaux du taux d'alphabétisation. Et en dehors de ça, on regarde aussi les taux de l'investissement et les taux de l'épargne. Ça représente combien par rapport à la population totale d'un pays. Donc lorsqu'on fait la sommation de ces indicateurs, alors on peut classifier un pays parmi les pays développés ou encore parmi les pays sous-développés. Et le cas pour nous les Africains, c'est que la plupart de nos pays restent encore sous-développés. Et voilà. Alors peut-on assimiler la croissance économique au développement? Quelle est la nuance? Exactement, c'est une très bonne question. Une très bonne question, je dirais. La croissance économique, elle s'est définie comme étant une augmentation quantitative du revenu national. C'est-à-dire lorsqu'on prend un indicateur comme le PIB d'un pays, on regarde son évolution entre une année N et une année N plus 1. Et on dégage un taux de croissance qu'on appelle le taux de croissance économique. Mais ça, c'est encore un taux qui est
nominal. Il faudrait qu'il y ait une accumulation de ces taux pour que nous puissions accéder au processus de développement. C'est-à-dire que ces taux-là doivent être cumulatifs. Pendant une certaine période, on doit accumuler ces taux et les effets d'entraînement vont se répercuter sur les différents domaines de la société pour que nous puissions obtenir ce qu'on appelle le processus du développement ou le démarrage du développement. Alors, Monsieur Albert, je suis très contente parce que vous êtes vraiment très explicite par rapport à vos différentes réponses. Chers téléspectateurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les développements de la RDC. Quels sont les facteurs qui peuvent déclencher ce développement et surtout que notre pays fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique et malgré la richesse que nous avons. Alors, M. Albert, à quel stade peut-on situer la RDC dans le processus du développement? Oui, s'il faut situer notre pays dans le processus du développement, il y a des étapes qui ont été énoncées dans la théorie économique, qui ont été énoncées par certains penseurs, qui ont estimé qu'il y a d'abord, premièrement, comme première étape, la société traditionnelle. Après la société traditionnelle, il y a aussi l'étape des préalables qui sont susceptibles de déclencher le développement. Et en troisième lieu, il y a le décollage. Au niveau du décollage, c'est-à-dire que toutes les structures économiques sont prêtes pour pouvoir décoller vers le processus de développement. On commence à percevoir une industrialisation qui commence à naître. On commence à voir que voilà, il y a les matières premières qui sont produites sont transformées au niveau du décollage. Mais encore, il faudrait que cela soit consolidé. Il y a une étape qu'on appelle la maturité. La maturité du processus de développement. Et la cinquième étape, c'est ce qu'on appelle l'ère de consommation des masses. Donc, si il faut situer la République démocratique du Congo, actuellement, nous sommes déjà en phase de décollage. Parce que plusieurs efforts ont été effectués par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à ces jours. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a le développement de plusieurs secteurs, notamment le secteur bancaire qui est en train de se développer. Il y a aussi le secteur industriel avec certaines industries de premier degré qui sont en train de naître. Certains processus, nous sommes en train de parcourir le chemin. Je pense bien que la RDC se situe déjà au niveau du décollage. Vous êtes analyste économique. Depuis que la RDC s'est située au niveau du décollage, quand est-ce que nous pouvons espérer que la RDC entame la deuxième partie ou bien deuxième processus au fait? Bon, la prochaine étape, ça sera la consolidation. C'est quand vous pouvez estimer juste en termes? Oui, en termes de nombre d'années, c'est difficile de vous dire que voilà, c'est dans 2 ans, dans 3 ans. Mais je sais seulement que les efforts sont en train d'être faits. Vous voyez la politique du gouvernement, vous voyez même aujourd'hui, le budget qu'on avait il y a 2 ans, ce n'est pas le budget que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons avoir un budget qui est aussi autour au-delà de 10 milliards de dollars. C'est déjà quelque chose pour notre pays. Donc je pense que les efforts sont consentis et le travail est en train d'être fait, surtout au niveau de l'industrialisation. On doit créer des entreprises industrielles qui seront en mesure de transformer nos matières premières pour que ça soit transformé en produit fini. Je pense que ce n'est pas un processus facile, mais déjà il faut louer ce qui est fait. Donc nous estimons que dans une période de moins d'une décennie, je pense bien qu'on pourra avoir déjà les premiers indicateurs de développement en RDC. Ça, vraiment, on l'espère. Alors, M. Albert, quels sont les secteurs d'activité économique sur lesquels nous peut se reposer le véritable développement? D'abord, s'agissant des secteurs, il y a le premier secteur qui est le secteur de base, le secteur agricole. Si on doit développer un pays, on doit toujours commencer par promouvoir les activités du secteur agricole. Aujourd'hui, nous sommes étonnés de voir que dans notre pays, il y a beaucoup de nos concitoyens ou encore beaucoup de nos compatriotes qui préfèrent quitter les zones rurales pour aller habiter dans des grandes villes. Alors que normalement, l'économie d'un pays s'est construite à la campagne. C'est dans les grandes agglomérations que le système économique s'est bâti, à travers la promotion de l'agriculture.
On doit mettre en place des surfaces, on doit mettre en place des engins, des outils qui doivent permettre une production agricole. Lorsque nous avons une bonne production agricole, nous pouvons assurer notre propre consommation et à l'étape suivante, nous pouvons mettre en place des industries qui peuvent transformer ces produits ces matières premières en produits finis et cela peut servir notre population à répondre aux problèmes de son alimentation. Ça, c'est déjà quelque chose que nous devons vraiment mettre l'accent si nous tenons un jour voir notre pays se développer. Alors, qu'est-ce qui bloque le secteur agricole avant que vous ne continuiez avec vos réponses? Le secteur agricole, d'abord, il faut revoir la proportion qui est allouée dans le budget national par rapport au secteur agricole. Et aussi, il faut favoriser un bon climat des affaires pour que les investisseurs étrangers qui puissent amener des engins et une technologie qui peut nous aider à pouvoir faire avancer avec plus d'efficacité et d'efficience les activités du secteur agricole. Alors, vous ne trouvez pas que si nous avons une indépendance économique, cela permettra, est-ce que les gens qui, permettez l'expression, qui viennent nous prendre, nous voler, nous minerais, n'auront pas vraiment cette opportunité, au fait, si on espérait vraiment que les secteurs agricoles soient vraiment développés? Exactement, vous avez totalement raison. Je pense que depuis le 30 juin 1960, le Congo a accédé à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Mais lorsqu'on parle de l'indépendance économique, on voit beaucoup plus la responsabilité des dirigeants. On voit beaucoup plus aussi la responsabilité de tous les Congolais qui doivent se sentir impliqués dans le processus. Il ne faut pas qu'une autre personne vienne décider à votre place. Votre indépendance, c'est vous-même qui décidez de votre indépendance. Si vous voulez être indépendant, vous devez commencer par le croire et vous devez commencer par accepter que s'il y a un échec ou une réussite, c'est vous qui en êtes le responsable. Il ne faut pas avoir l'habitude de jeter l'éponge sur une autre personne alors que toi-même tu as la responsabilité de le faire. Donc je pense que la grande responsabilité revient sur nous-mêmes les Congolais. Nous devons prendre conscience de nos richesses, prendre conscience de tout ce que nous avons comme potentialité naturelle et les exploiter pour l'intérêt de notre population. Je pense que ça sera une meilleure façon d'avoir une indépendance économique. Alors, parmi les secteurs, vous étiez au premier secteur qui est le secteur agricole. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a le secteur minier. Et nous avons vraiment été dotés de grandes potentialités sur le plan minier dans notre pays, que ce soit dans plusieurs provinces de la RDC. Donc, je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faudrait équiper les entreprises qui sont en train de travailler dans la production de ces matières premières, de ces produits miniers. Et il faudra aussi encourager la main-d'œuvre avec des salaires qui sont proportionnels, qui leur permettent la main-d'œuvre locale. Voilà, la main-d'œuvre locale, fixer un niveau de salaire minimum qui leur permet de pouvoir travailler et répondre également à leurs besoins à travers leur travail. Et cette production qui va augmenter parce qu'il y a une bonne politique salariale, il y a une bonne politique des investissements. Cela va entraîner maintenant qu'il y a une augmentation de la production et cela peut encore attirer des investisseurs qui vont venir maintenant placer des industries. Au lieu d'exporter par exemple les cuivres, le cobalt à un vil prix, on peut le transformer légèrement ici localement et puis le vendre avec une valeur ajoutée. Donc vous voyez que c'est vraiment des atouts sur lesquels nous devons nous atteler si nous croyons un jour faire décoller notre pays. Et voilà. Alors, quelle projection peut-on faire sur les efforts du gouvernement congolais vers le développement de notre pays? En termes de projection, il y en a beaucoup parce qu'on voit que la volonté politique y est. La volonté politique y est. Depuis qu'on a commencé à chanter la volonté politique. La volonté politique y est. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez voir que les Congolais peuvent apprendre aujourd'hui ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose qui n'existait pas dans notre pays. Si déjà on peut résoudre les problèmes du taux d'alphabétisation avec cette gratuité, même s'il y a encore de faiblesses, mais c'est déjà au moins quelque chose. Parce que les voyages de 1000 km commencent toujours par un seul pas.
Oui. Donc, dès qu'il y a déjà cette gratuité, c'est une bonne chose. Vous voyez que au temps de la Deuxième République, beaucoup ne faisaient plus confiance aux institutions bancaires financières. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des institutions bancaires financières qui naissent et qui sont en train de travailler convenablement dans ces pays. Or que jadis, ce n'était pas le cas. Donc, il y a le développement du secteur financier, il y a des avancées sur le plan éducationnel, il y a aussi des avancées dans la prise de contact avec les investisseurs qui sont susceptibles de venir investir dans notre pays, travailler pour épauler les efforts du gouvernement. Donc, au regard de tous ces facteurs, je vois que l'avenir sera un avenir très rassurant en ce qui concerne le prérequis de développement. Ça sera très rassurant, mais pourvu que l'élan qui a été commencé soit aussi consolidé par ceux qui viendront après et que cela puisse être vraiment la préoccupation de tous. Je pense que nous allons y parvenir. Alors, M. Albert, nous allons vraiment y parvenir et surtout que moi, j'aimerais que notre pays soit figuré parmi les pays développés du monde. Pourquoi pas? Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour décoller notre pays. Alors, M. Albert, qu'est-ce que vous pouvez dire en gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au développement de notre pays si vraiment nous aspirons à ça? Merci beaucoup. J'aimerais dire ceci. Si nous voulons vraiment aspirer au développement de notre pays, nous devons savoir que le développement, ce ne sont pas des gratte-ciel. Parce que beaucoup de gens pensent que le développement, c'est quand vous trouvez dans un pays où il y a des gratte-ciel, où il y a des immeubles, ainsi de suite, partout et tout, là, ce sont des pays développés. Non. Le développement commence d'abord par la mentalité. Ça commence par le changement des structures mentales. Si chacun à son niveau, dans le secteur qui est le sien, s'il peut prendre la décision de pouvoir changer l'essence de sa mentalité, une mentalité orientée vers le développement, vous allez voir que toutes les structures, parce que les structures sont animées par des personnes physiques, oui, qui, lorsqu'elles ont changé leur mentalité, la mentalité va impacter sur la qualité du travail, et la qualité du travail va impacter sur les résultats de l'entreprise. Et les résultats de l'entreprise vont impacter même sur les résultats globaux de toute une nation. Donc je pense que chacun, à son niveau, devrait prendre conscience que ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est un problème aussi individuel. Et les résultats que nous allons récolter sur le plan individuel vont amener un résultat collectif qui va déboucher sur le développement. Mais qu'à cela ne tienne, il revient aussi au pouvoir public de bien vouloir concevoir des bonnes politiques de développement, d'exprimer ces politiques au travers du budget national, comme ça a toujours été défendu au niveau du Parlement. Et à ce moment-là, si cette politique est appliquée avec rigueur, comme par exemple aujourd'hui il y a la résurgence de l'inspection générale des finances, c'est une institution qui existait, oui, mais qui jadis était presque enterrée. Mais aujourd'hui, cette institution est en train de travailler pour essayer d'améliorer dans le facteur de la bonne gouvernance, pour qu'au niveau de chaque entité, que cette gouvernance puisse entraîner vraiment le développement. Alors je pense que nous devons percevoir cela de cette façon et faciliter aussi le travail à ceux qui viennent pour le faire, pour que cela soit pour l'intérêt de toute la nation. M. Albert, merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Alors, le développement de la RDC, c'est vraiment possible, mais la responsabilité appartient et à la population et au gouvernement. C'est donc par ici qu'on va mettre un point final à ce numéro. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.